Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Dans l'épisode du jour, je vous propose de se pencher sur un texte écrit par Walter Benjamin, paru dans les Cahiers du Sud. Walter Benjamin, qui était donc un philosophe d'origine allemande et qui a fui l'Allemagne nazie. Et donc malheureusement, sa vie s'est arrêtée en 1940, quand il était à Marseille. Donc il essayait de s'échapper de la France, de fuir la France à travers l'Espagne. Et c'est du côté de la ville de Portbou, en Espagne, que malheureusement sa vie s'est arrêtée, il s'est suicidé. Donc c'est un philosophe, donc il a été connu également pour ses critiques littéraires, ses critiques d'art, et ses traductions notamment de textes de pas mal d'auteurs français. Et donc il avait un rapport qui était un peu particulier avec Marseille. Il est venu à plusieurs reprises, et donc notamment il a écrit quelques textes sur la ville. Donc je vous livre un de ces textes-là. Et c'est ce qui est intéressant ici, bien entendu, comme c'est un texte qui va parler d'une certaine forme de drogue, c'est pas faire l'apologie de cette drogue-là, mais de voir un petit peu le rapport par rapport à la ville, ce qui était étrange pour lui dans cette ville, qu'il appréciait et qui en même temps le troublait. Et donc il y a eu quelques péripéties comme ça dans la ville qui raconte notamment dans un de ses textes. Donc le texte est paru dans les Cahiers du Sud, je disais, donc le 1er janvier 1935, et il s'appelle Hachiche à Marseille. Ça commence par une note. Une des premières manifestations du hachiche réside dans le pressentiment sourd et oppressant que quelque chose d'étrange, d'inévitable approche. Des images et des suites d'images, des souvenirs depuis longtemps ensevelis apparaissent. Des scènes et des situations entières deviennent présentes à l'esprit. Elles suscitent d'abord de l'intérêt, quelquefois de la joie. Finalement, si l'on ne peut plus s'en débarrasser, elles amènent de la fatigue et de la souffrance. Le sujet est surpris et comme subjugué par tout ce qui se passe, par ce qu'il dit et ce qu'il fait. Son rire, ses paroles, le frappent comme des événements venus de l'extérieur. Il peut aussi arriver à un état voisin de la divination ou de l'illumination. L'espace peut lui sembler agrandi, le sol incliné, l'air peut lui sembler brumeux, opaque ou lourd. Les couleurs deviennent plus intenses, plus lumineuses, les objets plus beaux ou bien plus grossiers et menaçants. Tout ceci ne se succède pas en évolution continue. Ce qui est plutôt caractéristique, c'est le passage incessant d'un état de rêve à un état d'éveil entièrement différent. Ces revirements peuvent s'effectuer au milieu d'une phrase. La drogue nous fait part de toutes ces impressions sous une forme qui, la plupart du temps, s'éloigne beaucoup de la normale. Les rapports deviennent difficiles à cause de ces brusques ruptures qui souvent effacent le souvenir du précédent. La pensée ne s'agence pas en paroles, la situation peut devenir d'une gaieté si incoercible que le mangeur de hachiche n'est plus capable que de rire pendant plusieurs minutes. Il se souvient plus tard avec une extrême précision des effets de l'intoxication. Il est curieux que les effets dus au hachiche n'aient pas encore jusqu'ici été étudiés expérimentalement. La meilleure description de ces effets est de Baudelaire, Les paradis artificiels. Joël et Frankel, Les effets du hachiche. Et voici le texte en lui-même. Marseille, le 29 juillet. À 7 heures du soir, après avoir hésité longuement, pris du hachiche. J'étais allé à Aix le jour même. Je suis couché sur mon lit avec l'absolue certitude que je ne serai dérangé par personne, dans cette ville qui compte des centaines de milliers d'habitants où nul ne me connaît. Voici qu'un petit enfant pleure et précisément me dérange par ses cris. Je pense que 3/4 d'heure sont déjà écoulés, mais il n'y a cependant que 20 minutes. Ainsi, je suis allongé, je lis et je fume. En face de moi, toujours cette vue dans le ventre de Marseille. La rue que j'avais contemplée si souvent est comme une section faite au couteau. À la fin, je quittais l'hôtel. Les faits ne me semblaient pas se produire ou semblaient devoir être si faibles que la prudence de rester chez soi pouvait être négligée. Première station, le café Coin Canebière et Courbelzens. Vue du port, le café de droite, donc pas mon habituel, alors seulement se fait sentir une certaine bienveillance, l'attente de voir des gens s'avancer vers moi avec affabilité. Le sentiment de solitude se perd bien vite. Ma canne commence à me causer une joie intime. On devient tellement délicat. Crainte qu'une ombre tombée sur le papier ne puisse le blesser. Le dégoût disparaît. On lit les affiches sur les urinoirs. Je ne m'étonnerais pas si un tel ou un tel venait vers moi, mais puisqu'on n'y pense pas, ça ne fait rien non plus. Pourtant, il y a trop de bruit ici pour moi. Et voilà que commencent à s'annoncer les prétentions que couvre le mangeur de hachiche,
quant au temps et à l'espace. Que ses prétentions soient absolument royales, c'est connu. Pour celui qui a mangé du hashish, Versailles n'est pas trop grand, ni l'éternité trop longue. Et, dans le cadre immense d'une nouvelle vie intérieure, de la durée absolue et de l'espace illimité, il se fait volontiers complice d'un humour plein de volupté et bienheureux. Je sens cet humour comme infini lorsque j'apprends au restaurant Basso que la cuisine chaude va justement fermer, tandis que moi, je venais de m'attabler pour l'éternité. Après, néanmoins, le sentiment que tout ici est clair, fréquenté, vivant et restera tel, je dois noter comment je trouvais ma place. Ce qui m'importait, c'était la vue qu'on a des étages supérieurs sur le Vieux-Port. En passant, en bas, j'avais aperçu une table libre sur un des balcons du second. En fin de compte, je n'arrivais seulement qu'au premier. La plupart des tables près des fenêtres étaient occupées. Je me dirigeais alors vers une très grande qui venait d'être libre. Mais au moment de prendre place à une si grande table, la disproportion me rendit si honteux que je traversai tout l'étage jusqu'à l'autre bout pour prendre une plus petite place que je venais seulement de découvrir. Mais le dîner était plus tard. D'abord, le petit bar au port. J'étais sur le point de rentrer déconcerté car aussi de là-bas, il me semblait entendre un concert. Plus précisément un chœur de trompette. Je pouvais juste encore me rendre compte que ce n'était autre chose que le hurlement des trompes d'auto. Sur mon chemin, en allant au Vieux-Port, déjà cette démarche merveilleusement légère et ferme qui changeait le sol pierreux et inarticulé de la grande place, en sol, d'une route campagnarde sur laquelle moi, pèlerin dispo, m'acheminais dans la nuit. J'évitais encore la canebière, n'étant pas en ce moment tout à fait sûr de mes fonctions régularisatrices. Et ce fut dans ce petit bar du port que le hashish se mit à produire son enchantement intime, au fond canonique, avec une précision primitive, comme je ne l'avais peut-être jamais ressenti auparavant. Car il me rendait physionomiste, à tout le moins observateur de physionomie, et il m'advenait quelque chose de tout à fait unique dans mon expérience. Je fus littéralement fasciné par ces visages qui m'entouraient et qui, pour la plupart, étaient remarquablement farouches ou laids. Des figures que d'ordinaire j'aurais évitées pour plus d'une raison. Je n'aurais ni désiré attirer sur moi leur attention, ni pu supporter leur bestialité. C'était un poste assez avancé, ce bistrot du port. Le dernier, je crois, qui m'était encore accessible sans danger. Je l'avais mesuré dans mon état d'ivresse avec la même certitude qui vous permet dans un état d'extrême fatigue de remplir un verre d'eau jusqu'au bord sans le faire déborder d'une goutte, ce que vous ne sauriez jamais faire en état frais et dispos. Toujours assez éloigné de la rue, Bouterie, mais pourtant il n'y avait pas de bourgeois, tout au plus, à côté de vrais prolétaires du port, quelques familles de petits bourgeois du voisinage. Je compris alors tout d'un coup comment à un peintre, ce n'arriva-t-il pas à Rembrandt et à d'autres, la laideur put apparaître comme le vrai réservoir de la beauté, mieux encore comme une montagne fêlée toute remplie d'or, resplendissant de la beauté. Je me souviens spécialement d'une physionomie d'homme, d'une bestialité et d'une canaillerie sans borne, dont le pli de la résignation me toucha tout à coup profondément. C'étaient surtout des figures d'hommes qui me frappaient, et le jeu commença de reconnaître dans chaque figure une connaissance. Quelquefois, je savais leur nom, quelquefois pas. L'erreur disparaissait comme elle le fait dans le rêve, c'est-à-dire non pas honteusement et d'une façon qui me compromit, mais d'une manière paisible et aimable comme un être qui a rempli son rôle. Dans ces circonstances, il n'était plus question de solitude. Me tenais-je compagnie à moi-même ? Non, ce n'était quand même pas tout à fait ça. Je ne sais pas non plus si cela aurait pu me rendre heureux à un tel point. C'était plutôt ceci. Je devins pour moi-même l'entremetteur le plus adroit, le plus délicat, le plus effronté aussi, et je me présentais les choses avec la certitude équivoque de celui qui connaît et qui a étudié à fond les désirs de son client. Ensuite, le garçon me faisait attendre une éternité. Plus exactement, je ne pouvais pas attendre son apparition. J'entrais dans le bar et payais au comptoir. Tout à coup, je ne savais pas si le pourboire est d'usage dans un tel bistrot. D'habitude, j'aurais donné quelque chose de toute façon. Sous l'influence du hashish, hier, j'étais plutôt un peu avare. De peur de me distinguer par des extravagances, je me distinguais par le contraire. De même chez Basso. D'abord, je fis venir une douzaine d'huîtres. Le garçon voulait que je commandasse la suite en même temps. J'indiquai une spécialité régionale, il revint pour m'annoncer qu'il n'en avait plus. Alors je cherchais sur la carte parmi les plats voisins. Je paraissais vouloir commander une chose après l'autre, puis le plat indiqué en face me frappait, et ainsi de suite, jusqu'à que finalement j'arrivasse au hors-d'œuvre. Cela n'était pas seulement par gourmandise que cela se passa, mais par déférence très nette envers les plats que je ne voulais pas offenser en les négligeant. En fin de compte, je tombais sur un pâté de lion.
Pâté de lion, pensai-je en riant, lorsqu'il fut devant moi sur une assiette, et puis avec mépris. Cette viande tendre de lièvre ou de lapin, ce que cela peut bien être, pour rassasier mon appétit de lion, un lion m'eût semblé plus à propos. En attendant, j'avais décidé en moi-même que dès que j'aurais fini chez Basso, il était environ 10h30, j'irais ailleurs faire un second repas. Mais je veux encore relater mon acheminement vers Basso. Je me baladais sur les quais et je lisais les uns après les autres les noms des bateaux qui y étaient amarrés. Ce faisant, une joie incompréhensible me saisit et je souris à tour de rôle à la face de tous les prénoms féminins. L'amour décerné à ces bateaux, de par leur nom, me semblait merveilleux et beau autant que touchant. C'est seulement un aéro 2 qui me rappelait la guerre aérienne que je passais indifférent. De même qu'auparavant, au bar que je venais de quitter, j'avais dû passer sur quelques mines par trop décomposées. Puis en haut, chez Basso, les jeux précédents recommencèrent lorsque je regardais vers le bas. La place devant le pont était ma palette sur laquelle ma fantaisie mélangeait les données de l'entourage, tantôt comme ci, tantôt comme ça, sans se demander des comptes, comme un peintre qui rêve sur sa palette. J'hésitais à boire du vin. C'était une demi-bouteille de cassis, un morceau de glace nagé dans le verre. Mais il s'accorda très bien avec ma drogue. J'avais choisi ma place à cause de la fenêtre ouverte par laquelle je pouvais apercevoir la place obscure en bas. Et comme je la regardais de temps en temps, je m'aperçus qu'elle avait une tendance à se transformer avec chaque personne qui y entrait, comme si elle s'adaptait à elle, non en se façonnant à la manière dont elle pouvait apparaître à ce personnage, mais plutôt de sorte à faire penser à l'éclat que les grands portraitistes du XVIIe siècle savaient tirer d'une fenêtre ou d'une galerie, selon le caractère du modèle qui faisait poser devant eux. Plus tard, je notais en regardant vers le bas, les choses deviennent de siècle en siècle plus étranges. Ici, je dois dire d'une façon générale que la solitude dans un tel état de griserie a ses revers. Pour ne parler que du physique, là-bas, dans le bistrot du port, il y eut un moment où la sensation d'une forte pression sur le diaphragme cherchait à se soulager dans un bourdonnement. Et il n'y a aucun doute que bien des choses belles et convaincantes restent inexpérimentées. Mais d'un autre côté, la solitude agit comme un filtre. Ce qu'on écrit le lendemain est davantage un total d'impression. La griserie se propage dans la nuit par de beaux contours prismatiques qui la séparent de la réalité journalière. Elle forme une sorte de dessin, elle est plus attachante, j'aimerais dire, elle crée, en desséchant, une forme de fleur. On devrait, pour pénétrer plus avant dans les mystères du bonheur de la griserie, réfléchir sur le fil d'Ariane. Quel plaisir dans la simple action de dérouler une pelote. Et ce plaisir est profondément apparenté à celui de la griserie comme à celui de la création. Nous avançons. Ce faisant, nous découvrons non seulement avec joie les méandres de la caverne dans laquelle nous nous aventurons, mais encore et surtout nous jouissons de ce bonheur d'explorateur avec une autre félicité purement rythmique, comme il s'en trouve dans le déroulement d'une pelote. Une telle certitude, une pelote enroulée avec art que nous déroulons, n'est-ce pas le bonheur de toute production prosaïque ? Et par le hashish, nous en sommes au plus haut degré des êtres à jouissance prosaïque. La sensation très absconse de bonheur que je ressentis plus tard sur une place voisine de la Canebière, là où la rue Paradis aboutit dans un petit parc, est encore plus difficile à décrire que tout ce qui précède. Par bonheur, je trouve noté sur mon journal la phrase suivante. On doit puiser avec une cuillère ce qui est égal dans les choses. Plusieurs semaines auparavant, j'avais noté une phrase de Joe V. Jensen qui disait apparemment une chose analogue. Richard était un jeune homme qui avait la faculté de sentir tout ce qu'il y avait de similaire dans le monde. Cette phrase m'avait beaucoup plu. Elle me donne à présent la possibilité de confronter le sens rationnel et politique qu'elle possédait pour moi avec le sens individuel et magique de mon expérience d'hier. Tandis que la phrase de Jensen, pour moi, signifiait en somme que les choses sont, ainsi que nous le savons, perfectionnées techniquement, rationalisées, et que la particularité aujourd'hui ne se trouve que dans les nuances, la nouvelle notion était entièrement différente. C'est-à-dire que je voyais que des nuances, mais celles-ci étaient égales. Je me concentrais sur le pavé devant moi qu'une sorte de pommade avec laquelle, pour ainsi dire, on l'avait enduit, avait rendu égal et identique à celui de Paris. On dit souvent des pierres au lieu du pain. Ces pierres-là étaient du pain pour ma fantaisie qui tout à coup eut un désir formidable de goûter l'identique dans tous les endroits et de tous les pays. Et pourtant, en même temps, je pensais avec un orgueil immense au fait d'être assis à Marseille sous l'effet du hashish et combien peu nombreux devaient être ceux qui partageaient ma griserie ce soir-là.
Comme je n'étais pas capable de craindre un malheur futur, une solitude à venir, le hashish restait toujours. Dans cet état d'esprit, la musique d'une boîte de nuit, située à côté, que j'écoutais, jouait un rôle. J'ai passa devant moi dans une calèche. C'était une vision exactement comme auparavant. Il s'était incorporé dans la silhouette d'un voyou du port. Mais il n'y avait pas seulement de connaissances. À ce moment de profond ravissement, 2 personnes, des bourgeois, des apaches, qu'en sais-je, passaient devant moi et je vis Dante et c'était Pétrarque. Tous ces hommes sont des frères. Ainsi commença une chaîne de pensée que je ne puis plus suivre. Mais son dernier tronçon avait décidément une forme moins banale que le premier et menait, si je ne me trompe, à des images d'animaux. Sur un tramway qui s'arrêta, un instant sur la place où j'étais assis, était écrit Barnabé. Et la triste et cruelle histoire de Barnabé me sembla pas mal comme but d'un tramway dans la banlieue de Marseille. Tout ce qui se passait autour de l'entrée du dancing bar me frappait par sa beauté. De temps en temps, un Chinois en pantalon de soie bleue et en veste de soie rose, éclatant, en sortait. C'était le portier. Des filles se montraient dans l'ouverture de la porte, je ne ressentais aucun désir. Il était amusant de voir arriver un jeune homme avec une jeune fille en robe blanche et de ne pouvoir m'empêcher de penser immédiatement « voilà qu'elle a réussi à s'échapper de l'intérieur en chemise de nuit et il la ramène maintenant ». Enfin, j'étais flatté de la pensée d'être attablé ici, au centre de toutes les débauches, et avec ici, je ne pensais pas à la ville même, mais au petit coin, pas très riche et en événements où je me trouvais. Mais les événements se présentaient d'une telle façon que leur seule apparition me touchait comme une baguette de fée et que je fus plongé dans un rêve devant eux. Dans des heures semblables, les hommes et les choses se comportent comme les personnages et les objets faits en moelle de sureau qu'on place sous un verre dans une boîte aux parois métalliques et qui, électrisés par un frottement d'un chiffon de cuir contre le verre, se doivent connaître les positions les plus extraordinaires les uns par rapport aux autres. J'appelais la musique qui chaque fois s'enflait de nouveau pour diminuer ensuite les baguettes de paille du jazz. J'ai oublié sous quel prétexte je me permettais de marquer la mesure avec le pied. Ça va contre mon éducation et ne se faisait pas sans une discussion intérieure. Surtout au petit bar, il y avait des moments où l'intensité des impressions acoustiques chassait toutes les autres. Surtout au petit bar, tout disparut soudainement dans un bruit de voix et non pas dans celui de la rue. Ce bruit de voix avec ceci de particulier qui me semblait sonner comme du dialecte, c'est-à-dire que les Marseillais ne parlaient pas un français assez pur à mon gré. Il en était tout resté au degré du dialecte, le phénomène de distance si bien formulé par Krauss. Plus on regarde de près un mot, plus il vous semble vous regarder de loin. Semble aussi se rapporter à l'optique des choses. En tout cas, je trouve parmi mes notes celle-ci d'étonnement. Comme les choses savent tenir bon au regard. Et puis, c'était l'envol de mon ivresse dont je sentis le frisson en repassant par la canne de bière. Ce n'était pas loin du premier café de la soirée, dans lequel le bonheur d'amour me procura la contemplation de quelques franges gonflées par le vent, me donnait la preuve que le hashish avait commencé son œuvre. Et quand je me rappelle cet état, je serais enclin de croire que le hashish saurait convaincre la nature qu'elle doive nous faire don, d'une façon moins égoïste, de cette dépense de soi que connaît l'amour. Car si, dans le temps où nous aimons, notre vie passe comme des pièces d'or par les doigts de la nature qui ne peut pas les retenir et les laisse glisser, engendrant ainsi une vie nouvelle, c'est ici qu'elle nous jette, sans rien espérer, ni rien attendre, à pleines mains dans la vie. Walter Benjamin.